Le 29 mars sortait Oppenheimer au Japon, soit 8 mois après sa sortie mondiale. Ce film de Christopher Nolan sur la bombe nucléaire aurait été, selon les rumeurs, repoussé au Japon car les traumatismes d'Hiroshima et Nagasaki étaient encore trop présents dans les mœurs japonaises. Pourtant, le film a été très bien reçu par les Japonais qui ont même demandé sa diffusion et j'ai même pu voir des critiques assez troublantes sur certains sites spécialisés dans le cinéma au Japon. Alors pourquoi Oppenheimer a mis 8 mois à sortir au Japon et surtout, quels sont ces soi-disant tabous ancrés dans la société japonaise qui auraient retardé la diffusion d'Oppenheimer? Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut revenir en arrière à une période où le pays du soleil levant n'était pas aussi pacifiste qu'aujourd'hui. On va donc parler du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une des périodes les plus sombres du pays et qui va se ponctuer par, vous le savez, l'un des plus grands drames de l'humanité. L'une des premières choses à savoir, c'est comment le Japon entre dans cette Seconde Guerre mondiale. Et vous allez le voir, c'est l'un des premiers pays à déclarer la guerre. Et cette guerre, elle va être déclarée grâce à un homme, Kanji Ishiwara, surnommé l'homme qui déclencha la guerre. Kanji Ishiwara, c'est un officier de l'armée impériale japonaise sous l'empereur Showa Tenno. C'est un idéologue nationaliste qui met au point une théorie de guerre finale. En gros, il souhaite unifier les pays asiatiques pour s'attaquer à leur grand rival, les États-Unis, et ça, c'est prévu en 1970. La période durant laquelle Ishiwara va élaborer cette théorie, c'est dans les années 1930, donc il estime qu'il va pouvoir attaquer les États-Unis dans les années 70, soit 40 ans plus tard. Alors pour unifier les pays d'Asie, il doit avoir un objectif, et son premier objectif, c'est d'envahir les plaines de la Mandchourie, un vaste territoire au nord-est de l'Asie. Cet espace, il offrirait plus de sécurité pour les Japonais moins exposés aux attaques navales, et surtout, ça serait un territoire plus fertile. Mais bien sûr, Ishiwara, il développe seul cette théorie et il a l'appui d'aucun membre du gouvernement. Alors pour avoir l'appui du gouvernement, il élabore un plan machiavélique et le 18 septembre 1931, il fait exploser une voie ferrée peu avant le passage d'un train japonais. À ce moment-là, Ishiwara peut appeler Tokyo et prévenir que les Chinois ont organisé un attentat contre un train japonais. Ni une ni deux, le gouvernement n'a pas le choix de riposter et suit Ishiwara dans ses plans. Ishiwara peut donc lancer son armée pour envahir la Mandchourie qui devient un état fantoche, c'est-à-dire un état qui répond aux ordres d'un autre pays ou d'une dictature, et la Mandchourie devient la Manchukuo. Alors bien sûr, la Chine ne va pas se laisser faire et en 1937, le Japon décide de déclarer la guerre à la Chine puisqu'elle décide de ne pas s'unifier pour combattre leur grand rival, je vous rappelle, les États-Unis. Alors voilà comment le Japon déclare la guerre à la Chine. Et à ce même moment, on a un autre conflit qui a lieu en 1939 suite à l'échec du traité de Versailles. Il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon comprend peu à peu qu'il ne pourra pas gagner la guerre seul, une guerre qui devient non pas une guerre d'Asie mais une guerre mondiale. Et il décide de signer le 27 septembre 1940 un accord tripartite avec l'Allemagne et l'Italie. C'est un accord pour unifier les défenses des trois pays contre les autres nations en guerre. À cette époque, le Premier ministre Konoe annonce un ordre nouveau en Extrême-Orient et le Japon continue d'envahir les pays en Inde, dans le sud-est de l'Asie et dans les îles du Pacifique. Et comme on parlait de l'accord tripartite juste avant, le Japon va continuer d'assurer ses arrières en signant le 13 avril 1941 un pacte de non-agression avec l'URSS. Ce pacte de non-agression, il stipule qu'aucun des deux pays ne peut s'attaquer durant la guerre pour pouvoir se concentrer sur ses objectifs. Et justement, le Japon en a un précisément d'objectif. Ils veulent s'attaquer à une petite base navale sur les îles hawaïennes, et vous la connaissez bien, elle s'appelle Pearl Harbor. Ainsi, le 7 décembre 1941, l'amiral Yamamoto détruit en 2 heures la base navale des États-Unis. Le Japon et les États-Unis entrent donc en guerre.
Et c'est à ce moment-là que tout bascule pour le Japon, car se battre contre la Chine, ça va, mais contre les États-Unis, c'est différent. Et il y a un autre petit souci aussi, c'est qu'en Europe, l'Allemagne et l'Italie sont en train de perdre la guerre petit à petit. Et quand je vous dis que les États-Unis, c'est vraiment pas la même chose, c'est qu'au-delà des 2 bombes nucléaires que sont Hiroshima et Nagasaki qui vont vraiment être destructrices, eh bien, les États-Unis vont anéantir, réduire à cendres le Japon. C'est le cas du 10 mars 1945 où les États-Unis vont brûler Tokyo, c'est-à-dire qu'on va parler, selon les experts, d'un des raids aériens les plus meurtriers de l'histoire. Et ce raid aérien, on va pas beaucoup en parler, et pourtant c'est tout aussi violent qu'Hiroshima et Nagasaki. Pour vous résumer la nuit du 9 au 10 mars 1945, c'est 40 km², soit un tiers de la ville, qui est détruite par des bombes incendiaires M69. Des bombes incendiaires qui vont brûler tous les bâtiments, et certains témoins vont même expliquer qu'on pouvait sentir l'odeur de chair humaine brûlée. Ce bombardement, il aura fait 95 000 morts. À titre de comparaison, Hiroshima et Nagasaki, c'est environ 150 000 morts. Mais malgré toutes ces horreurs, le Japon ne va jamais capituler jusqu'au drame du 6 et 9 août 1945. Alors on y arrive enfin aux bombes nucléaires, mais pour comprendre pourquoi le Japon capitule, il faut comprendre où en est le Japon avant le 6 et 9 août 1945. Et à ce moment-là, c'est vraiment la merde pour le Japon, parce que les flottes japonaises sont toutes repoussées, et l'URSS de Staline dénonce le 5 avril 1945 le traité de non-agression, signé en 1941. Il faut dire que Staline avait promis durant la conférence de Yalta de rentrer en guerre contre le Japon, dernier pays à ne pas capituler. Le Japon est donc seul et chassé de ses terres conquises pour être acculé près du Manchukuo, et le président Harry Truman décide le 6 et 9 août 1945 de larguer 2 bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Parallèlement à ça, l'armée rouge de l'URSS pénètre dans la Mandchourie le 9 août 1945, donc le même jour que Nagasaki, et le 20 août, les Japonais sont chassés des terres de la Mandchourie. L'armée de Mandchourie, qu'on appelle l'armée du Kanto, n'avait pas été engagée sur le front. C'était une armée de réserve en quelque sorte qui surveillait la frontière avec les soviétiques au cas où, mais qui n'était pas engagée dans les opérations militaires. Et on considérait au Japon, à tort, que c'était une armée extrêmement puissante encore. Or, cette armée se débande littéralement. Les soldats japonais se rendent en masse, leurs officiers détalent comme des lapins. C'est pas du tout ce qui s'est passé dans les combats précédents, où les Japonais passaient pour se battre jusqu'à la mort, ce qui posait beaucoup de problèmes aux Américains. Le 2 septembre 1945, le Japon a tout perdu et sous le regard du général MacArthur, signe sa capitulation. Au total, le Japon aura perdu 6 millions d'hommes dans les combats, dont 600 000 civils. Et c'est après la guerre qu'on va découvrir le vrai visage du Japon. Parce que si en Allemagne on découvre l'horreur des camps de concentration, on découvre au Japon que les prisonniers étaient torturés, que 200 à 400 000 femmes étaient faites esclaves sexuelles, et pire encore, que des cobayes humains étaient testés et utilisés par les Japonais dans une unité spéciale surnommée l'unité 731. Je vous laisse aller voir, il y a des tonnes de vidéos sur cette unité 731, et ça fait froid dans le dos. Enfin bref, à l'époque, le Japon n'était pas le pays aussi pacifiste qu'il peut l'être aujourd'hui, et sous le commandement du général MacArthur, le pays va devoir se reconstruire. Les Américains lancent au Japon un programme de réforme démocratique qui vont réussir en ce sens que dans la population japonaise, il y avait déjà eu des poussées démocratiques dans les années 1880, puis dans les années 1920. Le Japon d'abord est occupé à partir donc de septembre 1945 jusqu'en 1952. Sauf que la clause de cet accord stipule que l'armée américaine disposera de très nombreuses bases et installations à travers le pays. Donc les relations avec le Japon, entre les États-Unis et le Japon, ont toujours été des relations, depuis la guerre, ont toujours été des relations de suzerain à vassal. Les Japonais n'ont pas les moyens de dire non aux Américains, parce que les Américains assurent leur défense, évidemment, face à l'Union soviétique, face à maintenant à la Chine et à la Corée du Nord. Certains critiques au Japon disent que les Japonais n'ont jamais recouvré leur indépendance réelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas faux d'une certaine façon.
Alors voilà, en connaissant tout ce que je vous ai dit, tout le contexte historique du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, on va pouvoir enfin parler d'Oppenheimer. Pour rappel, on essaye depuis le début de comprendre pourquoi le film a pu être retardé de 8 mois au Japon et surtout pourquoi beaucoup de gens disent que c'est un sujet tabou au Japon. Parce qu'encore une fois, si on se réfère aux critiques qui ont été faites sur le film ou aux interviews accordées après la sortie dans les salles japonaises, eh bien on peut voir que le succès est au rendez-vous et même que le film était attendu. Alors, il y a plusieurs raisons à ce succès. La première, c'est que c'est un film hollywoodien et les Japonais, ils adorent ça. Et il y a une américanisation du Japon, c'est indéniable, Disneyland, etc. Donc de ce point de vue-là, les Américains sont plutôt bien vus au Japon. Même quand on fait des sondages auprès des jeunes et qu'on leur demande avec qui on était en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vous répondent avec la Chine. Ce qui n'est pas faux. Et puis il y a aussi quand même, dans une certaine frange de la population, par nationalisme, essentiellement, des réactions anti-américaines qui ne sont pas négligeables non plus. Mais l'autre raison, c'est que c'est un film qui parle d'un des plus grands traumatismes de la société japonaise, d'une histoire que tous Japonais connaissent et donc ça attire énormément. Et ça attire parce que si les Japonais connaissent ce qu'il s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, eh bien les causes de ces bombardements, elles, restent floues. Notamment parce que le gouvernement japonais fait tout pour ne pas en parler. Si on se base sur, par exemple, le musée de Hiroshima, et la manière dont la chose est expliquée, la bombe atomique apparaît comme comme un désastre naturel. C'est comme un tsunami, c'est comme une explosion de volcan. Ça nous est tombé dessus, c'est horrible, et on peut pas y faire grand-chose. Mais les causes réelles du largage de la bombe, là, il n'y a pas tellement de commentaires là-dessus. Moi, ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais visité le musée d'Hiroshima, mais c'était il y a très longtemps. Depuis, il a été refait, alors il paraît que c'est un peu différent maintenant. Il faut dire que depuis le départ des Américains en 1952, le Japon est essentiellement gouverné par le PLD, Parti libéral-démocrate. Un parti très conservateur et nationaliste qui occulte une grande partie de l'histoire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, affirmant que ce sont les vainqueurs qui écrivent une histoire altérée de la vérité. Pour eux, le Japon est entré en guerre pour se défendre et a choisi de rejoindre les nazis par opportunisme. Et ce discours, il vient perturber les générations qui sont arrivées après la guerre, parce que pourquoi un pays aussi pacifiste que le Japon, qui se serait simplement défendu, aurait-il pu subir deux bombes nucléaires que sont Hiroshima et Nagasaki? Si vous voulez, il y a eu une telle accumulation de malentendus. On leur a aussi expliqué qu'il y avait une justice internationale et que cette justice internationale avait joué contre les dirigeants japonais de l'époque. Mais en même temps, cette justice internationale, elle a absous l'empereur. Or, l'empereur était le principal responsable de cette guerre avec quelques autres. Pourquoi lui n'a pas été jugé? Pour des raisons politiques. Alors, si l'empereur n'était pas coupable de la guerre, pourquoi moi, en tant que soldat japonais, qui ai dû faire cette guerre sur les ordres de l'empereur, je serais moi responsable de la guerre? Si les Japonais ont commis des crimes de guerre à l'étranger, mais alors pourquoi les Américains qui ont brûlé les villes japonaises, eux, ne sont pas jugés pour des crimes de guerre? Enfin, il y a tout ça qui colle pas, quoi. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de discours qui l'emporte. Il y a les deux positions extrêmes, et puis au milieu, il y a cette idée que finalement, on n'aurait pas dû faire cette guerre. Un autre exemple pour vous montrer l'omerta du Japon avec cette période de la Seconde Guerre mondiale, c'est avec le manga Adachi no Gen, Gen d'Hiroshima en français, et qui est l'une des rares œuvres mettant en scène les bombardements des Américains. Il faut savoir que le manga a été énormément utilisé dans les écoles et dans les manuels scolaires pour illustrer Hiroshima et Nagasaki aux enfants. Mais si le premier tome est encore utilisé, eh bien les suivants ont été supprimés du programme scolaire. Alors je vous laisse deviner pourquoi. Eh bien parce que la suite des tomes parle des crimes de guerre du Japon et de l'implication de l'empereur Showa, et ça, c'est une vision trop négative du Japon pour le gouvernement. Alors on voit bien qu'il y a un gros problème au Japon, et si pour certains on va parler de tabou, pour d'autres c'est carrément du négationnisme. Les Japonais tentent d'oublier qu'ils ont commis des crimes de guerre. Le Japon se considère comme un pays qui a subi la guerre. C'est pas lui qui a agressé, c'est lui qui l'a subi, parce que l'année 44-45 a été tellement épouvantable que les Japonais ont l'impression que c'est un espèce d'océan de feu qui a déferlé sur le pays et ils ont été des victimes de cette guerre.
Alors certainement que les mœurs japonaises sont encore trop fragiles pour voir des films comme Oppenheimer qui traite de la bombe nucléaire qui s'est abattue sur Hiroshima et Nagasaki. Mais est-ce que c'est la seule et unique raison de la diffusion tardive d'Oppenheimer? Est-ce qu'on peut assurément dire que si Christopher Nolan avait évoqué le Japon dans son film, en parlant de l'implication du gouvernement japonais, de l'implication du Japon en général, des crimes de guerre, etc., est-ce que Oppenheimer serait toujours sorti dans les salles japonaises? Personnellement, je ne suis pas sûr. Alors encore une fois, on n'en sait rien et on ne saura jamais la raison exacte de cette diffusion tardive, mais tout ce qu'on sait, c'est que les Japonais ont énormément attendu ce film et que pour une société sensible à la question d'Hiroshima et Nagasaki, eh bien c'est assez surprenant. Alors bien sûr, si Oppenheimer a l'air de faire l'unanimité au Japon, il est aussi très critiqué parce qu'il traite très peu de la violence subie par les victimes des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, mais il a au moins le mérite, selon d'autres victimes, de parler et de remettre en place le débat sur la bombe nucléaire. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui sur la question d'Oppenheimer et du Japon. J'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo, mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'ai pas mal de sujets, d'anecdotes et d'infos à vous sortir. Ça devrait arriver très prochainement.